Bonjour, alors ça y est, me voici dans le nouveau décor. Je vous l'avais déjà présenté dans une autre vidéo. J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue ici dans cette chambre jaune. J'ai voulu changer de décor, je vous l'avais déjà dit, parce que ça me permet de garder un peu le matériel en place, de ne pas avoir à tout chambouler à chaque fois. Aussi d'avoir un décor plus net derrière. Alors les pluches c'était mignon et tout, mais c'est vrai que ça fait un fond un peu flou, un peu bazar et tout ça. Et si elle vous manque, je pourrais en ramener quelques-unes de temps en temps ici. Et donc comme c'est une chambre jaune, je me suis dit qu'il fallait que je fasse une vidéo sur un livre qui correspond. Et je sais pas si vous aviez deviné, je vais faire ma vidéo sur Le mystère de la chambre jaune de Gaston Leroux. Et là, c'est aux éditions Livre de poche. Alors, c'est un livre un petit peu ancien que j'ai dans ma collection Edgar Poe, parce que dans le début, dans la préface, je crois, et même dans le texte, il est question d'Edgar Poe. Donc, il faisait partie de ma collection, il en fait toujours partie, et il va y retourner à la fin de cette vidéo. À la base, Le mystère de la chambre jaune est paru en 1907, mais sous forme de feuilleton dans un journal, une revue qui s'appelait L'Illustration. Alors je vais vous faire une petite bio super rapide de Gaston Leroux. Il est né à Paris en 1868. Je crois qu'il a vécu aussi un peu dans le nord de la France et tout pour ses études, et il est devenu avocat pendant environ 3 ans, et pour arrondir ses fins de mois, parce que bon, je suppose que ça payait pas des masses non plus, il faisait des comptes rendus de procès. Et ça, apparemment, ça payait peut-être un petit peu mieux. Et donc là, Gaston Leroux, il nous fait penser un petit peu à Sinclair, un des personnages du roman, qui est aussi le narrateur. Sinclair, comme on le verra un petit peu plus tard, il est aussi avocat. Et puis de fil en aiguille, à force d'écrire des trucs, il est engagé comme journaliste dans un journal qui s'appelle Le Matin, enfin qui s'appelait Le Matin, je sais même pas si ça existe toujours. Et là pour le coup, Gaston Leroux, il ressemble à Rouletabille, un autre personnage, le personnage principal et central du roman, parce que Rouletabille, il est reporter dans un journal aussi. Alors Gaston Leroux, c'est quelqu'un qui a vraiment beaucoup voyagé, et il a aussi appris énormément de ses métiers d'avocat et de journaliste pour ses romans. Il a utilisé un petit peu ses compétences pour les remettre dans ses livres, notamment ses livres policiers. Hein, quand on est avocat, on en voit de belles, et je veux dire, ça fait un petit peu marcher les méninges quand on voit les affaires résolues, etc. Et journaliste aussi pour l'investigation, bien entendu. Et donc Gaston Leroux, il est mort en 1927 à Nice. Voilà, donc il a fait un petit peu la France de haut en bas. Ça, ce n'est pas utile du tout. Donc voilà, maintenant qu'on a vu un peu la vie de Gaston Leroux, je vais vous cerner un peu les personnages principaux pour que vous sachiez, hein, si vous ne l'avez pas lu. Bon, si vous l'avez lu, je suppose que vous savez quels sont les personnages, sauf si ça fait très longtemps et que vous avez oublié. Donc nous avons bien sûr le personnage principal et central, Joseph Joséphin. What? Qu'est-ce qu'elle raconte? C'est pas Joseph Joséphin, c'est Rouletabille. Si, en fait, Joseph Joséphin, c'est son vrai nom. Rouletabille, bien sûr, c'est un pseudo, c'est un petit nom qu'on lui a donné parce qu'il a le visage un peu rond, comme ça. Voilà, Rouletabille, la bille un peu ronde. Donc, il est assez jeune, hein, au moment du mystère de la chambre jaune. Je crois qu'il a environ 18 ans. Il a dû commencer d'être journaliste reporter à 16 ans. C'est un petit peu un Tintin du XXe siècle, du début du XXe siècle. Quoique Tintin, c'est aussi... Enfin bref. Et c'est donc un jeune reporter assez intelligent, il a le don comme ça pour résoudre des enquêtes, pour voir le truc qui va pas, un peu comme Colombo, il a une sorte de don. Donc on a aussi Sinclair dont je parlais tout à l'heure. Sinclair, c'est le narrateur, il est avocat. Et donc il accompagne Rouletabille un peu comme Watson accompagne Sherlock Holmes, quoi. Et il relate ses aventures plus tard. Et donc là, on en vient au propre de l'histoire. On a Mademoiselle Stangerson, qui est une scientifique qui travaille avec son père, qui est un professeur aussi, qui est scientifique, et ils travaillent tous les deux, et elle, c'est la victime. Et donc le père de la victime, le professeur Stangerson, j'en ai parlé il y a 2 secondes, c'est un professeur, il fait des travaux très très importants en physique, et on pense que ça va faire vraiment avancer la recherche, les travaux sur lesquels il travaille, mais bien sûr il y a eu un souci. Et on a ensuite Robert Darzac qui est le fiancé de Mademoiselle Stangerson, et
En tant que fiancé, il y a eu des petites histoires avec mademoiselle qui voulait donc bien se marier avec lui, qui voulait plus, bref. Il est suspect numéro 1 pour la police. On a aussi Frédéric Larsan qui est un enquêteur policier donc qui est sur cette affaire avant Rouletabille. Et c'est lui qui accuse Robert Darzac d'être le coupable. Et puis on a aussi le Père Jacques dans les personnages vraiment récurrents. Père Jacques, c'est un peu le majordome du professeur et de sa fille. Et il est très très dévoué. Alors vite fait l'histoire, hein. Donc on a le professeur Stangerson et sa fille qui travaillent sur un projet super important. Donc eux ils habitent dans une sorte de petit château, de manoir, et l'été, mademoiselle Stangerson préfère dormir dans un endroit un peu plus frais qui se trouve juste à côté du laboratoire. Donc ils travaillent assez tard, tous les deux, il y a le majordome qui est là aussi, et mademoiselle Stangerson, à un moment elle est fatiguée, elle est crevée, elle va se coucher, donc juste à côté du labo. Et un petit peu plus tard, on entend un cri, mademoiselle Stangerson, c'est elle hein, qui crie, c'est tout chamboulé dans la chambre, enfin on entend, et donc le majordome et son père essayent d'ouvrir la porte, ils n'y arrivent pas, au bout d'un moment ils y parviennent, mademoiselle Stangerson est là entre la vie et la mort, et il n'y a personne d'autre qu'elle. Je veux dire, il n'y a pas de... On voit personne, on ne sait pas comment l'assassin... Enfin, il n'a pas assassiné encore, il a essayé. Est parti, tout est fermé, les fenêtres, on ne peut pas sortir, on n'aurait pu sortir que par la porte, en l'ouvrant quoi. Et c'était pas possible, ils étaient là tous les deux, ils auraient barré, à moins que ce soit un fantôme, franchement, je vois pas. Et donc voilà comment débute un petit peu l'histoire. Rouletabille apprend ça dans le journal, et puis comme l'enquête a un petit peu commencé, il s'aperçoit que on accuse Robert Darzac d'être le coupable, d'avoir essayé de tuer sa fiancée. Et lui, il sait... Alors nous on sait pas pourquoi, hein, mais on l'apprend après. On l'apprend après, lui il sait que... Enfin c'est pas que c'est pas possible, mais il sait qu'il y a un truc quoi, qui cloche là-dedans, le petit truc qui va pas quoi. Donc il décide d'aller enquêter, il dit à son pote Saclair, bon allez on y va, et puis il se débrouille en chemin, il commence à enquêter sur la route quoi. Dans le train et tout, il est super fin le Rouletabille, hein, et il est, enfin quand je dis fin, il est astucieux, il est malicieux, et hop, il grappille comme ça un peu partout des indices, et ils arrivent même à se faire... invité entre guillemets au château parce que il explique hein, que mais écoutez moi je vais essayer de résoudre l'enquête, vous me connaissez pas Rouletabille, il avait déjà résolu un truc super important avant, voilà. Et donc ils vont rester un peu dans le château, Rouletabille va faire des petites expériences entre guillemets, et il va traquer le tueur, celui qui a essayé d'assassiner. Donc il y a aussi l'autre enquêteur, hein, lui qui a une vision un peu opposée du truc, et ils vont... Rouletabille il est pas content parce que il se dit mince, c'est un enquêteur super doué hein, d'habitude, et là je trouve qu'il se laisse un peu aller, il va un peu trop vite en besogne, c'est pas normal. Donc ce roman c'est typiquement une énigme en chambre close, et une énigme, enfin une histoire d'énigme en chambre close, qu'est-ce que c'est? Alors c'est une histoire policière, hein, Un roman ou une nouvelle. où l'intrigue tourne autour d'un méfait. Un meurtre, une tentative de meurtre, etc. Enfin tu vois le genre quoi. Qui est commis dans une pièce fermée de l'intérieur, et donc d'où le coupable n'a apparemment pas pu sortir. Il n'a pas pu s'échapper, en toute logique il aurait dû se trouver à l'intérieur du truc quoi. Alors Germain Vrac est un spécialiste de la question, il a une chaîne YouTube, s'il a laissé toutes ses vidéos, tu peux aller voir sa chaîne. Va y faire un tour. N'hésite pas. Donc en gros on pense que c'est un méfait impossible, hein, mais finalement, à la fin, quand on a bien enquêté, c'est possible. Et pour ça, il suffit juste de prendre le bon bout de la raison, comme dirait Rouletabille, pour trouver ce qui s'est vraiment passé. Alors, vous allez dire que j'en fais peut-être un petit peu des caisses avec ça, mais il semblerait fortement que le premier à avoir fait une histoire policière, et je dis histoire policière parce que c'était une nouvelle, c'était pas un roman, en chambre close, hein, une énigme en chambre close, c'était Edgar Poe, avec son double assassinat dans la rue Morgue, en 1841, avec le chevalier Auguste Dupin. Et lui aussi, il avait un ami qui l'accompagnait et qui racontait ses histoires. Et puis après, donc il y en a d'autres qui ont repris un petit peu le flambeau, hein, donc Gaston Leroux, hein, forcément, sinon j'en parlerai pas là. Il y a eu Arthur Conan Doyle, G.K. Chesterton, John Dickson Carr, Agatha Christie, forcément, et plein d'autres, plein d'autres. Mais je ne peux pas tous vous les citer parce qu'après...
Donc comme je disais, hein, Jules Armand Malter, s'il a laissé ses vidéos sur sa chaîne, il en parle de pas mal, enfin, ou en tout cas de livres et d'anthologies, donc vous pouvez aller voir. Donc le jeune Rouletabille, là dans cette histoire, il prend la raison par le bon bout, et puis grâce à des tas d'indices que lui seul arrive à voir, à remarquer, à observer, il arrive à découvrir la vérité, que nous on n'a pas du tout vu venir quoi. Alors, je dis grâce à son observation et tout ça, mais il y a aussi beaucoup de logique, hein, je veux dire, il élimine les trucs qui sont juste pas possibles, mais il arrive à garder un esprit ouvert quand même. Bon, alors du coup, il arrive à remettre en place toutes les pièces du puzzle, en se disant, bah ça c'est pas possible, ça s'est passé comme ça, ah il s'est passé ça, mais alors comment c'est possible et tout. Donc la logique, les observations, les pièces du puzzle, et donc il arrive à découvrir ce qui s'est vraiment passé, pourquoi ça s'est vraiment passé, et surtout, qui est le coupable. C'est important. Bref, du coup, j'ai été tellement emballée par l'histoire que dans la foulée, même avant d'avoir fini ça, je me suis acheté la suite, qui est Le Parfum de la Dame en Noir. D'ailleurs, Rouletabille en parle déjà de cette aventure qui lui est arrivée, Le Parfum de la Dame en Noir, dans ce roman-là. Et je me suis acheté aussi, alors ça c'est pas avec Rouletabille hein, en personnage principal, Le Fantôme de l'Opéra, qui n'est pas vraiment un roman policier, c'est plutôt un roman fantastique. Hein. Donc j'ai été vraiment emballée par la construction, le fait qu'on nous embarque comme ça dans un truc. Alors, j'ai été emballée, mais alors pas vraiment par les personnages, ils sont pas spécialement attachants, hein. Rouletabille pas trop, il est un peu, je sais pas comment dire, mégalo. Ouais, il est mégalo un petit peu. Je sais pas si vous voyez un peu Hercule Poirot, je pense que Agatha Christie s'est inspirée aussi du caractère de Rouletabille pour faire son Hercule Poirot un peu imbu de lui-même et tout. Et puis aussi, on voit un petit peu ça aussi dans Sherlock Holmes, les petites facéties, des petites lubies, le mec qui veut rester un peu seul pour faire son truc dans son coin, on sait pas où il est parti, il dit rien à personne, puis hop, il débarque, salut, c'est moi. Alors je pense qu'on a une sorte de stéréotype de personnage comme ça, d'enquêteur. Quand on voit Rouletabille, quand on voit Hercule Poirot, quand on voit Sherlock Holmes, ils sont un petit peu comme ça, ils sont un peu perchés, ils ont un peu mégalo, un peu, ils ont des facéties, ils ont des mimiques, des choses comme ça, des petits tocs même pour certains. Je me demande si c'est pas voilà, un caractère à donner, on va dire, à certains enquêteurs, à certains détectives comme ça. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi je vois ça un peu comme ça. Et donc je me suis pas spécialement attachée au personnage, mais il n'y a même pas besoin de ça quoi. Parce que justement on est emporté par l'histoire elle-même, par l'enquête elle-même, et finalement les personnages, bah c'est pas grave, on s'en fiche. Là c'est vraiment l'histoire qui nous porte quoi. Pourquoi ça nous porte? Parce que lui là, le Rouletabille, il y a des trucs qu'il sait, le petit salopio, il nous dit pas, hein, il nous laisse dans le truc, et on se demande mais comment il sait, mais pourquoi, et j'espère qu'ils vont pas nous faire croire que ça y est, il a eu la science infuse, tout va bien. Non, il y a une explication, et puis c'est tout à fait logique, et c'est ça qui est bien, parce que on a envie de savoir quoi. T'es là, t'as un mystère mystérieux, et finalement bah oui, c'est logique, il n'y a pas de fantôme, il n'y a rien d'ésotérique, c'est voilà. Ça s'est passé quoi. Et lui, il a réussi à voir le petit truc qui allait pas. Il a suivi le fil, il a recoupé. Bravo, Rouletabille. Alors ce roman, on dirait presque un scénario de film finalement, parce que c'est très très visuel. On arrive à voir tous les décors et c'est bien situé. C'est presque intérieur jour machin. Enfin, il le dit pas comme ça, mais voilà, on situe tout vachement bien. D'ailleurs, il y a eu des adaptations ciné, des adaptations télé aussi, et même une BD. Ou des BD avec Rouletabille. Donc voilà, cette petite vidéo est terminée. Tu me dis en commentaire si ça fait 2. Le décor te plaît, si la nouvelle façon de présenter, je sais pas si c'est très différent d'habitude, mais un petit peu quand même, j'espère, te plaît aussi. Alors est-ce toutes les vidéos futures seront peut-être pas, parce que là j'ai fait 2-3 petites recherches sur Gaston Leroux, pour pas dire trop de bêtises, toutes les vidéos futures ne seront peut-être pas comme ça, hein, parce qu'il n'y aura pas forcément besoin. Là c'est quand même un classique, donc je voulais pas passer dessus vite fait comme ça. Alors donne-moi ton avis, c'est important en commentaire, c'est important parce que j'ai besoin moi d'avoir un retour aussi. Parce que bon, je fais ça d'une part parce que moi j'aime bien parler de livres, mais aussi parce que je voudrais
partager des choses avec les gens qui aiment les livres ou qui sont curieux, qui ont envie de découvrir des livres ou qui veulent savoir ce qu'on a pensé des livres. Et donc du coup, c'est bien d'avoir un retour aussi de mon côté. Donc les commentaires, super important. Et puis bon, bien sûr, ce qui est important aussi, hein, le petit pouce sur la vidéo, l'abonnement si c'est pas déjà fait, et le partage. Parce que, ouais, ça c'est important aussi, de partager dans la vie, tu vois, hein, il faut savoir partager les choses. Ouais. Et puis la petite cloche, je sais pas à quoi ça sert vraiment, finalement, la petite cloche. Si tu veux avoir des mails dans ta boîte en disant « Oh, entre mes couvertures, elle a sorti une nouvelle vidéo », et bah, vas-y. Et sur ce, et bah, bonne lecture.